Vous écoutez Banque des Territoires, la radio, en direct de Numérique en commun à Lens. Et oui, nous sommes de retour sur le stand de la Banque des Territoires à l'occasion du NEC 2022 qui réunit autour de nous les acteurs de l'inclusion numérique en France, et ils sont nombreux. Dernière émission de ces 3 jours riches en rencontres et en échanges. Dans un instant, avec nos invités, nous allons parler numérique et ruralité. Mais d'abord, un détour par les allées du salon avec notre reporter Sonia Gobry. L'occasion peut-être de tirer un petit bilan sur cette édition 2022 du NEC, Sonia. Oui, et pour ça, je suis avec Naël Lefebvre-Rizzo, chargé de mission à la direction générale de la Mednum, qui co-organise ce salon numérique en commun avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. D'ailleurs, il y a aussi à mes côtés Amélie Naquet, qui est chargée de projet à la Société numérique de la NCT. Quel bilan tirez-vous de cette édition? Êtes-vous satisfaite? Alors oui, plus que satisfaite, c'était un petit peu un pari de renouer avec les anciens formats numériques en commun suite à la crise du Covid. Et donc c'est chose faite. On a été plus de 1000 participants par jour pendant 2 jours. On a réuni aussi 500 personnes mardi, donc plus de 2500 personnes se sont déplacées, sans compter toutes les personnes à distance. Donc évidemment, plus que satisfaite. C'est une belle réussite. Et vous, Naël Lefebvre-Rizzo, que retenez-vous de cette 5e édition de NEC ? Il y a eu plusieurs temps forts. Je vais peut-être pas faire une liste exhaustive, mais par exemple, on a eu le plaisir d'accueillir Monsieur Guérini à la fois à Lens, sur place, mardi pour une journée structurante avec les conseillers numériques France Service. On a également eu le plaisir de l'accueillir à distance mercredi pour la clôture, enfin l'ouverture, la plénière d'ouverture de Numérique en commun 2022. Donc voilà, aussi à l'échelle de la Mednum, nous c'est vraiment un événement qui est structurant aussi, où on retrouve la plupart de nos sociétaires qui sont partout en France métropolitaine et aussi en Outre-mer. Donc voilà, c'est structurant à tout point de vue et plusieurs temps forts. Et le ministre a souligné que c'était un événement important. Oui, bien sûr, c'est vraiment un événement structurant pour le secteur, un moment de rencontre avec tous les acteurs dans leur diversité qui se retrouvent, des moments de travail, de co-construction et d'avancée. Donc oui, c'est vraiment un événement qui est très structurant. Et vous, Amélie, si vous deviez retenir un temps fort, ça serait lequel ? Alors, je retiendrai sans doute l'intervention d'Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique, qui est intervenu aussi pendant l'ouverture de Numérique en commun, et qui a rappelé, comme disait Naël, le caractère structurant de l'événement et la voix singulière qu'il porte pour le numérique à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Alors ce salon touche à sa fin, la plénière de clôture va commencer dans une vingtaine de minutes. Jean-Noël Barrot, ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications, va prendre la parole. Il est très attendu. Oui, il est très attendu. C'est la première fois qu'il va s'adresser à tout l'écosystème du numérique d'intérêt général. Et donc évidemment, puisque c'est une première fois, c'est très attendu évidemment. Voilà, mais en attendant, venez écouter l'émission de la radio de la Banque des Territoires. Héloïse, avec vos invités, vous allez revenir sur les enjeux de l'inclusion numérique dans les zones rurales. Merci Sonia, je vais essayer de ne pas trop faire concurrence à Monsieur le Ministre. Effectivement, pour cette dernière émission dédiée à l'inclusion numérique, nous avons choisi d'aborder ce thème de la ruralité et du numérique. Où en sommes-nous sur le territoire français de l'accès au numérique, de l'appropriation de l'outil par les publics ruraux? Quel effet du numérique sur ces territoires? Quelles solutions d'inclusion? Autant de questions que nous allons pouvoir poser dans les 20 prochaines minutes à nos invités. Banque des Territoires, la radio. Avec nous, Samuel Chabré, cofondateur de la web-série Hyperlien, cofondateur du collectif Société Nouvelle, qui aborde des questions de stratégie du territoire, et cofondateur, décidément le co est très important chez vous, et on va le voir, on va le confirmer, je pense, pendant ces 20 minutes, du tiers-lieu paysan de la Martinière. Bonjour, merci d'être avec nous. Eh bien, merci de me recevoir. Vous êtes vous-même issu du milieu rural, si je ne me trompe pas. J'ai grandi à Ambière, à côté de Roanne, donc au nord de Saint-Étienne, un peu le triangle des Bermudes entre Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Voilà, et pour les nordistes qui sont avec nous, on ne dit pas Roanne, on dit Roanne. Et en plus, je mange un peu. On reconnaît les gens du cru. Non, mais je crois que les gens du cru disent tous Roanne, si je ne me trompe pas. Vous avez pendant 3 ans filmé le visage numérique de la France en vous rendant pour cela dans certaines des communes les plus isolées de France. C'est entre autres ce
regard que vous allez partager avec nous dans quelques minutes. Antoine Potier, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes chef de projet au Up de Bretagne. Structurer l'inclusion numérique à l'échelle du territoire donné, c'est votre métier. Et justement, il y a 15 hubs territoriaux en France qui ont été créés sous l'impulsion de la Banque des Territoires. Est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler la mission d'un hub ? Alors les missions principales d'un hub dans un premier temps, c'est moi en tout cas de notre côté, du côté de la Bretagne, c'est dans un premier temps d'identifier les professionnels et les bénévoles qui œuvrent sur les territoires en matière de médiation numérique, qui sont très nombreux, identifier la diversité des acteurs d'une manière générale, qui soient dans le milieu associatif comme dans les collectivités territoriales. Le second niveau, on va dire que c'est aussi de se positionner sur de l'animation de réseau, parce qu'il y a une forte demande de faire de l'échange de pratiques, de se retrouver, et parfois, on l'a entendu plusieurs fois sur les 2 jours du NEC, mais parfois on ne connaît pas son voisin qui est à 200 mètres et qui potentiellement propose les mêmes ateliers ou même les mêmes accompagnements. Donc c'est comment les mettre autour d'une table et qu'ils ne fassent pas la même chose au même moment et qu'ils puissent se renvoyer les publics. Donc il y a vraiment cette mission-là. Il y a une autre mission qui est une mission d'accompagnement aussi des collectivités territoriales et des associations sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'expertise, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Là, on a des dispositifs qui sont arrivés assez importants avec beaucoup de fonds, donc l'intérêt des hubs, c'est aussi de faire en sorte d'essayer de les faire retomber sur le territoire au niveau local, et que même dans la ruralité, on puisse se saisir de ces fonds-là et développer des projets qui soient cohérents. Donc c'est vraiment ça la mission. Et puis après, il y a une autre mission qui est un peu qui est pas facile à réaliser, c'est aussi de croiser les regards, c'est-à-dire d'aller chercher le monde scientifique, le monde de la formation, le monde universitaire, d'aller chercher les bénévoles, les professionnels, et de croiser tout ça en fait pour qu'ils se mettent aussi autour d'une table et qu'on essaye les uns les autres comme sur un NEC en fait, où on peut croiser les regards, et ça c'est une des missions importantes du hub. On est là pour parler ruralité. Quelle importance de la ruralité en Bretagne ? Alors, l'importance de la ruralité, on a un territoire qui est le centre Bretagne, qui est vraiment très marqué, parce que pas de ligne TER, on va attaquer direct le sujet, la mobilité. Voilà, on est sur des sujets de mobilité qui sont très importante, et où malgré le fait que les pouvoirs publics lancent des projets, parfois on est dans des endroits où les gens, même s'il y a du transport en commun, ne vont pas le prendre, et il y a même des endroits où il n'y a pas du tout de transport en commun. Donc du coup, pour accéder à des lieux de médiation numérique, c'est déjà compliqué. Alors là, on s'est lancé sur plein de projets. Il y a eu des multitudes de projets d'itinérance qui sont en train de voir le jour, qui commencent à être construits et qui vont permettre de faire de l'aller vers, et qui est quelque chose de très important, pour pouvoir aller dans ces lieux où en fait les gens ne peuvent pas se déplacer sur des lieux de médiation numérique. Et l'autre particularité de la Bretagne aussi, c'est qu'on est un peu en retard sur le déploiement de la fibre optique. On était même un peu en retard aussi sur le déploiement de Bretagne très haut débit, qui était censé être en avance et qui n'était pas du tout en avance. Là, je mets un petit tacle par derrière au pouvoir public là-dessus. On va en parler un petit peu, on va faire une petite parenthèse sur ce sujet. Mais en tout cas, les deux, sur l'accès aussi, c'est très compliqué pour certaines personnes d'accéder, et du coup forcément ça multiplie les facteurs alors je vais pas dire de rupture, parce que mais parfois on est dans ce genre de situation. On est dans la rupture justement. Comment est-ce que vous diagnostiquez ces besoins ? Est-ce qu'ils sont encore bien définis ? Alors c'est très compliqué, parce que hier il y avait un débat scientifique sur c'est quoi les éloignés du numérique, c'est qui les éloignés du numérique, est-ce que parfois c'est pas le numérique qui est éloigné des gens, et donc du coup c'est très compliqué de pouvoir identifier. Il y a en ce moment plein de travaux qui sont lancés par des scientifiques qui vont laisser paraître qu'effectivement un jeune sous-diplômé, ou en tout cas ayant peu de diplômes, va très bien utiliser Snapchat, mais va pas savoir utiliser les éléments administratifs et accéder à ses droits tout simplement. Donc ça c'est un des premiers éléments. Et puis à côté de ça, on va avoir en fait, c'est très compliqué en fait de pouvoir l'identifier, parce qu'on va avoir aussi les personnes âgées isolées, on va avoir des gens qui vont être isolés de tout lien social, parce que la médiation numérique aussi, là je l'affirme aujourd'hui, on en parlait tous les deux juste avant, c'est que la médiation numérique c'est aussi un fort vecteur de lien social et d'animation socioculturelle d'une manière générale. Voilà. Donc c'est ce que viennent chercher les gens parfois dans un lieu de médiation numérique en milieu rural, c'est avant tout aussi du lien et de la sociabilité.
Eh ben justement, vous me tendez une perche merveilleuse pour faire une transition sur un endroit que va nous faire visiter Samuel Chabré, puisque vous avez filmé le visage de la France numérique pendant 3 saisons et vous êtes notamment allé vous rendre dans le Massif central. On était dans quel coin du Massif central ? Alors, de quel épisode ? Parce qu'on en a fait quand même quelques-uns du coup. Arvieux, vous étiez dans l'Aveyron. Et ouais, c'est l'Aveyron plutôt. Mais oui, parce que vous m'en aviez parlé d'Arvieux, qui revient souvent. On va voir un peu comment ça s'est passé là-bas et qui vous avez rencontré surtout. Nous sommes de retour sur les routes de France. Dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, nous partons visiter un village tout entier, à Arvieux, en Aveyron. Ceux qui y vivent, ceux qui y travaillent, ceux qui l'administrent, ceux qui le visitent. Tous ces gens ont décidé de résister à l'isolement géographique. Gilles Bougnol, donc à la base je suis artisan. Et je suis devenu maire du village. Voilà. Donc, c'est une commune de un peu plus de 813 habitants exactement, au dernier recensement. Le défi, c'est de vaincre l'isolement, c'est de vaincre la baisse démographique. Donc le projet, c'est le projet lié au numérique. C'est un pari qui a été lancé, comme on le disait tout à l'heure, il y a 20 ans. Grâce à l'arrivée de 4 jeunes pour monter leur start-up. Et voilà, le pari d'Arvieux, ça a été à l'époque de choisir ces jeunes. Vincent Benoît, j'ai créé la Scope Laetis en 98. Il faut imaginer en 98, Internet commençait. On avait dit, nous, on va faire l'effort de s'installer. Est-ce que vous pouvez nous fournir un local qui serait gracieux pendant 2 ans ? Et en fait, il y a qu'Arvieux qui a répondu. Et on a débarqué là, à 5. En pleine journée, on ne voit pas forcément grand monde. Mais à côté, en fait, il y avait plein de projets. Il y avait le comité des fêtes, en fait, qui est un gros comité des fêtes. Et du coup, on a été tellement remplis de créativité, de la vie culturelle et sociale, et surtout de l'accueil. S'il n'y avait pas eu cet accueil, cette créativité socio-culturelle, pour nous, à 24 ans, on plantait la boîte parce que psychologiquement, ça n'aurait pas été tenable, quoi, voilà. Moi, en parallèle de l'entreprise Laetis, j'ai créé avec la mairie la médiathèque et la cyberbase. On met une salle, on donne des ordinateurs, ou les gens donnent des ordinateurs. Les gens, ils venaient, il y en avait qui savaient, il y en avait qui ne savaient pas, ils venaient s'interformer, quoi. Donc ils venaient le week-end, il y avait la salle ouverte. Ça a prouvé à la collectivité qu'en fait, il ne fallait pas faire qu'une médiathèque, mais aussi une cyberbase. Et que la principale chose qu'il fallait faire dans ces lieux-là, c'était de la médiation. C'est-à-dire apprendre aux personnes exclues du numérique à utiliser une souris, aux retraités, et notamment à des personnes âgées qui peuvent avoir le sentiment d'isolement, qui ont leurs petits-enfants à distance, de pouvoir envoyer un mail, le recevoir. Je suis Julie, je suis salariée des Locomotivés depuis 2014. Donc les Locomotivés, c'est une association de producteurs et de bénévoles. L'association, elle est née en 2012 en fait. Elle est partie de l'entreprise Laetis. Et l'idée, c'était de mettre le numérique en fait au service de l'agriculture en se disant, voilà, on peut peut-être faire quelque chose pour avoir accès à des bons produits locaux. Donc les gens en fait commandent en ligne le lundi soir avant minuit et sont livrés le mercredi après-midi dans des points relais. Les gens ont accès, ils peuvent contacter directement les producteurs, les connaître. Voilà, donc c'est au-delà du simple fait de manger en fait. Le numérique, vecteur de lien social et réciproquement. Le numérique au service de l'économie locale. Quelles autres vertus ont émergé à Arvieux, Samuel Chabré ? Il y en a plein, mais en fait, c'est vrai qu'effectivement, quand on est allé filmer, pour le coup, Arvieux est hyper représentatif. C'est-à-dire que c'est pourquoi d'ailleurs on l'avait appelé l'autre visage de la France numérique, c'est-à-dire qu'il y a et c'est intéressant d'ailleurs de définir les termes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle numérique, parce qu'en fait aujourd'hui il y en a plusieurs et on voit bien que nous d'une façon un peu provoque, forcément c'était une commande de Mission Société Numérique, ils ne pouvaient pas dire ça, mais nous, on pouvait le dire, on a été filmé un peu l'anti-startup nation, c'est-à-dire que c'est pas le numérique mondialisé, c'est pas le numérique de sky is the limit, c'est pas... Là tout d'un coup c'était un numérique sur des territoires, mais d'ailleurs qui ressemble peut-être même plus au numérique des pères fondateurs d'Internet, c'est-à-dire comment est-ce que ça va permettre de créer des liens et comment ça va permettre de se relier, comment ça va permettre de faire autrement, etc. Mais ce qu'il y a un numérique aujourd'hui, je veux dire, on est quand même dans un moment, il faut quand même appeler un chat, on est dans un moment technosolutionniste, c'est-à-dire on est un moment, il y a un problème, il y a une solution et parfois la solution c'est une application, je veux dire, c'est quand même, et ça on n'est pas encore sorti de ça. Donc là tout d'un coup, nous ce qu'on s'est retrouvé à faire, c'est mais que nous-mêmes on a découvert, je veux dire, avec Sylvain, avec qui on est parti sur les routes, qui était le réal. Nous on est issus de bled paumé, quoi. Donc d'ailleurs on s'en est un peu enfui d'ailleurs pour et donc on a découvert Startup Nation, des choses comme ça. Et là en fait en revenant, on s'est retrouvé à filmer déjà des gens qui font.
Ça déjà, ça faisait du bien, des gens qui sont un peu moins dans le récit. Ça fait un peu un choc d'ailleurs. Mais et ensuite après, on s'est dit en fait c'est tout d'un coup, c'est qu'en fait le numérique peut vraiment servir à ça. C'est-à-dire là, quand on parle d'art vieux et quand on parle de la plateforme des locomotivés, il faut quand même se rendre compte de ce qu'ils ont réussi à faire. C'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à souder. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de choses comme ça. Et je veux dire. Là, ils l'ont créé, en plus, il y a 15 ans à peu près. Donc, ils ont quand même réuni tout un tas de producteurs. Ils ont créé justement une plateforme numérique pour les relier entre eux. Et maintenant, ils contribuent à la souveraineté alimentaire de Rodez. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens à Rodez qui s'approvisionnent comme ça. Et donc, c'est complètement. En fait, le schéma. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une autre façon de faire société. Et en fait, c'est ça. Pareil, je veux dire, on s'est retrouvés avec des gens. Alors que vraiment, je veux dire, si vous arrivez à Arvieux dans l'Aveyron, c'est pas un mythe, quoi. On traverse que des villages avec des volets clos. On s'est dit, non, mais c'est un mouroir. Enfin, je veux dire, on s'est dit, il n'y aura personne. On va même arriver dans le village. Peut-être même qu'il n'y a même pas de gens à l'intérieur. Et en fait, on a vu une vie de village avec des gens. Pareil, aujourd'hui, ce qui caractérise le monde rural, c'est qu'ils sont sûrement à la pointe de toutes les problématiques et de toutes les crises qu'on est en train de vivre collectivement. C'est-à-dire que vraiment tout ce qui existe dans d'autres crises c'est vraiment amplifié dans le monde rural. Et donc là, tout d'un coup, c'était comment est-ce que des gens vont s'en saisir pour se mettre en lien et créer d'autres façons de faire et qui vont permettre de résoudre leurs problématiques. Pareil, du covoiturage, des choses comme ça. Et c'est quand même avec une inventivité et surtout avec quelque chose, ça part des besoins des gens, quoi. Ça part de la base, tout simplement. Ouais, exactement. Antoine Potier, il y en a des Arvieux en Bretagne ? Des pardon ? Des Arvieux en Bretagne, il y en a certainement, et justement on en parlait. On en parlait justement avant, et je disais que nous on souhaite vraiment porter un espèce de chantier autour de la ruralité et du numérique. Parce qu'il y a aussi il y a un milieu rural qui est assez important en Bretagne. Et donc, du coup, je me dis qu'on pourrait faire un hyperlien, même si ça n'existe plus, mais on pourrait faire un hyperlien en Bretagne pour aller faire un peu le tour d'initiatives et les mettre en avant. Parce que je pense que, faut être honnête, moi, j'ai grandi à la campagne, mais aujourd'hui, je vis à Rennes. On organise beaucoup de choses en milieu rural, en milieu urbain. Et là, une des premières choses qu'on a fait, mais qui a posé problème, c'est qu'on a organisé des rencontres départementales et dans certains départements, on a dit on va aller le faire là, en plein centre-Bretagne, à Limerzelle, où il y a 1500 habitants. Et en fait, moi je me suis retrouvé à avoir des coups de fil de gens de la commune qui me disent « Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas ? Vous rassemblez tout le monde là-bas, mais nous, on est dans la ville, en fait. » Et donc, de devoir réexpliquer qu'en fait... la ville n'est pas le centre du monde. Voilà, c'est ça. Et que c'est pas toujours à la campagne de venir à la ville, mais aussi à la ville de venir à la campagne parfois, quoi. Et ça passe des fois juste par sensibiliser là-dessus et rappeler aussi que dans les campagnes, il y a aussi des lieux de médiation numérique, il y a aussi des lieux de sociabilité, même quand on est dans le profond et qu'il y a quand même de la vie, quoi. Voilà. On peut difficilement parler de ruralité et de numérique sans parler d'infrastructure. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez amorcé le sujet. On peut avoir tous les équipements et les médiateurs de la Terre. Si on n'a pas de réseau, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Alors, où en est-on sur le territoire français ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Banque des territoires, la radio. Sonia Gobry a rencontré hier Anne Faure, qui est chef de projet économie numérique chez France Stratégie, en charge de l'évaluation du plan France très haut débit, le programme gouvernemental sur le déploiement de la fibre optique. Elle a partagé avec nous quelques points d'avancement. Dans le cadre de nos travaux d'évaluation, nous avons conduit des analyses économétriques, qualitatives, avec des équipes de recherche, des chercheurs en économie, des chercheurs sociaux, etc. Et on commence à voir se dessiner des effets. Je ne peux pas donner de chiffres aujourd'hui parce que notre rapport n'est pas totalement finalisé. Il a vocation à être publié à la fin de l'année, début de l'année prochaine, donc 2023. Mais on voit déjà se dessiner des effets qu'on peut qualifier de positifs pour les entreprises, pour les territoires et bien sûr donc pour les particuliers et les citoyens. Puis ce qu'on mettra probablement aussi en avant dans notre rapport, c'est que finalement la fibre est une technologie de réseau qui est environnementalement plutôt sobre, et c'est donc aussi un des avantages de la fibre. Voilà, mais il y a de multiples qualités techniques
technologiques de la fibre qui font qu'elle va effectivement présenter de nombreux avantages pour le développement de nouveaux usages. Et ce qu'on voit effectivement, alors on a tous évidemment perçu empiriquement la transformation et l'intensification de nos usages, mais nous on a vu des choses qui sont statistiquement visibles avec la crise Covid. Et globalement, ce qu'on peut dire, il y a 3 phénomènes. C'est que chacun d'entre nous a intensifié ses usages, que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser avec intensité l'Internet et le numérique en général. Donc il y a une massification des usages. Et chacun d'entre nous, ou dans son noyau familial et dans les entreprises, on superpose des usages. Donc la question de la fibre, c'est ça aussi, c'est répondre à des besoins de plus en plus massifs de débit. Alors le premier objectif, c'est 2022 du très haut débit pour tous. Si on considère qu'on utilise l'ensemble des technologies qui sont à notre disposition, des technologies filaires, des technologies hertziennes, des technologies radio, et si on considère toutes ces technologies, l'ensemble du territoire 2022 est couvert par du très haut débit. Mais on observe effectivement des inégalités de couverture, des difficultés aussi. C'est un sujet qui est aujourd'hui assez important de raccordement, de qualité des déploiements, notamment de la fibre. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut continuer à améliorer. Mais globalement, on est sur les bonnes trajectoires et sur la bonne trajectoire aussi vers une généralisation de la fibre en 2025. Antoine Potier. Oui. C'est le moment de parler de réseau. Oui, c'est le moment de parler de réseau. Effectivement, nous, enfin, réseau, c'est humain, c'est pas des câbles. Mais j'ai appris d'ailleurs hier qu'ils allaient enlever le cuivre et que les gens ne pourraient plus avoir le téléphone fixe et qu'il fallait absolument passer par Internet. J'ai appris ça hier en discutant avec un. Hier. Oui, j'ai appris ça hier. Je ne savais pas du tout. Voilà, on peut pas être expert en tout. Mais non, alors c'est intéressant parce que. Là où moi ça m'intéresse, c'est ce que je voulais illustrer aussi, c'est que on essaye de voir si les usages du numérique sont différents en milieu rural du milieu urbain. Donc là, on a la chance d'avoir le groupement d'intérêt scientifique Marsouin qui est basé à Brest et à Rennes, qui fait des études et qui fait notamment une enquête Capuni qui permet de qualifier les usages du numérique. Donc à la base, ils font l'enquête au niveau régional, et là en fait on leur a commandé un suréchantillonnage qui va permettre, donc a permis d'interroger 600 personnes en milieu rural et qui va permettre de comparer en fait si les usages en milieu rural sont différents des autres usages en fait des Bretons et des Bretonnes. On n'a pas les résultats. Ils vont arriver là dans les prochaines semaines, mais ça va être l'occasion de pouvoir enfin qualifier s'il y a une réelle différence ou pas dans les usages. Voilà. Donc je ne donnerai pas de pistes parce que c'est compliqué. On peut imaginer qu'il y a des différences dans l'utilisation de l'outil numérique en milieu rural, mais il n'y a pas forcément aujourd'hui, c'est très compliqué de le qualifier, quoi. Samuel Chabret, vous avez filmé pendant 3 ans, donc il y a eu 3 saisons d'Hyperlien. Quelle évolution vous avez constatée sur ces 3 ans ? Eh ben non, mais j'étais en train de réfléchir justement. J'étais en train de réfléchir à. Je me méfie un tout petit peu. Ouais, je vais m'inscrire un peu en contre de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça va se jouer dans le fait de mettre la fibre partout. Surtout que là où je me méfie, c'est qu'effectivement l'évolution que j'ai pu voir, moi, c'est l'ampleur de ce que la dématérialisation de l'État est en train de causer partout, et notamment dans les territoires ruraux qui ont été massivement abandonnés. Enfin, appelons un chat, c'est pareil, on va pas se cacher, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens ne peuvent pas s'y installer ou s'ils partent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, quoi. Et du coup, je me méfie un tout petit peu parce que si c'est la fibre pour enlever encore des services publics qui sont des services publics physiques, c'est-à-dire que là, quand tu parles juste avant de dire, bah voilà, on enlève le cuivre, en fait, maintenant les téléphones vont pas plus pouvoir. Enfin, je veux dire, ça va être une catastrophe. Et en fait, à la limite, s'il y a un truc que j'ai constaté, c'est que, d'ailleurs, mais c'est Dominique Pasquier qui en parle très bien, la fracture numérique n'existe pas. Il y a une fracture des usages du numérique. Et donc, en fait, si c'est encore une typologie de numérique qui est imposée, fabriquée par des Bac+5 et imposée à des gens qui n'ont rien demandé, ouais, je suis pas sûr qu'on aura gagné, quoi. Et je suis pas sûr du coup qu'avoir la fibre partout, ce sera une victoire. Voilà, donc ça ce serait juste et en fait, encore une fois, il y a une espèce de confusion entre les grands investissements et les grands investissements dans les infrastructures permettent de.
Enfin, c'est faux, je veux dire, c'est des humains derrière. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas de réflexion massive de dire, attends, comment on va former les gens, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va garder en physique, qu'est-ce qu'en fait on n'enlèvera jamais, et qu'est-ce que le numérique va permettre d'eux, ça, tant que c'est pas pensé, tant que la promesse c'est demain un chatbot pour tout le monde, pour quand tu es en train de remplir ta feuille d'impôt, ouais, c'est pas un progrès. Hein. On est là pour parler justement de la médiation. Eh ben ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que France Stratégie, J'entends. C'est pas une petite asso de quartier, hein. Enfin, je veux dire. J'entends ce que vous dites, mais effectivement, vous l'avez évoqué, cette notion de réseau qui est quand même structurante, pour le moins. Effectivement, on entend tout à fait votre point de vue, je pense, de chaque côté de cette table. Vous, quand même, au niveau de la manière dont le numérique a été approprié dans les différentes communes que vous avez visitées sur les 3 ans, est-ce qu'il y a eu une évolution, une tendance particulière, un outil qui a émergé, qui est devenu incontournable ? En fait, mais c'est là où du coup même la fibre c'est intéressant, mais en fait tout le monde a un smartphone maintenant, donc alors il y a l'histoire de la couverture, etc. Ça c'est une histoire, et ça à la limite oui, maintenant on voit les effets de en bien les gens Snapchat quoi. Je veux dire voilà, il y a pas de débat, mais tu vois quand même toujours un espèce de temps de décalage, mais t'as pas quelque chose. Enfin, si la question c'est est-ce qu'il y a un usage particulier qui a émergé, etc. Par contre, à la limite, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des contre-récits qui se forment à ces endroits-là. C'est-à-dire que les low-tech aujourd'hui sont massivement pas dans les milieux urbains, par exemple. Et les low-tech s'inscrivent d'ailleurs en faux un petit peu de cet usage du numérique un peu immodéré, comme si c'était une espèce de grand progrès technique sans cesse. Et donc ça, à la limite, ouais, ça c'est par exemple des personnes comme ateliers paysans qui viennent questionner l'utilisation de la machine, l'utilisation de choses comme ça. Ça, c'est des choses qui naissent du coup dans les campagnes. Donc en fait, il y a presque un contre-discours pour moi qui est en train de se créer par rapport à la technique et du coup par rapport au numérique. Et de se dire, qu'est-ce que ça veut dire l'usage du numérique ? Et d'ailleurs, demain, si on n'a plus de réseau, parce que ça, c'est quand même des choses, comment on fait quoi ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on garde du coup comme lien et comment on conserve les liens ? Je vous propose de découvrir un autre parcours numérique, celui d'un village qui a été pendant plusieurs années le village le plus connecté de France, Bras-sur-Meuse. On écoute Julien Didry, son ancien maire. Quand je suis arrivé maire à Bras-sur-Meuse en 2001, même s'il y avait un peu de numérique dans les territoires urbains, dans la ruralité, c'est la fracture. Et donc nous, on est parti du principe que quelque part, malgré notre petit débit, on n'avait même pas encore de la DSL, il fallait montrer quand même qu'on pouvait faire quelque chose avec le numérique et que ça pouvait vraiment améliorer, notamment dans la mairie, la relation citoyen. Je veux dire, on a tout dématérialisé. Alors, dématérialisé, à l'époque, c'était un copieur avec un scanner intégré, c'était des piles qui arrivaient. Et au fur et à mesure, on a créé notre arborescence à mettre en place le back-office pour pouvoir après mettre plein de services pour les habitants et pour les élus. Après, on a commencé à attaquer l'angle démocratie. Et donc, on a mis en place le conseil en direct à l'époque, c'était en 2002-2003. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, on a créé une place publique numérique et tous les habitants de Bras qui arrivent à la mairie rentraient dans ce groupe privé secret. C'est devenu un groupe d'échange, d'entraide, d'information, de démocratie. Et puis après, en 2009-10, on a mis un centre de formation qui a offert la possibilité à tous les habitants de Bras de se former pour 30 € par an. On a ouvert un Fab Lab après, un laboratoire de fabrication numérique. Le dernier étage de la fumée, alors ça va faire 10 ans aussi maintenant, 8 ans, c'est un espace de coworking. Je pense qu'on était en avance sur la prise de conscience de ce qui va se passer en termes de changements sociétaux et d'évolution du monde du travail. Après, donc, je suis vice-président de l'agglo, mais aussi président du Pays de Verdun. Ça représente 220 communes, 80 000 habitants. On définit des objectifs stratégiques pour un territoire et on peut mobiliser les fonds européens, régionaux, d'État. Et donc, on était déjà sur le numérique avec vraiment une montée en compétences massive de tous les acteurs. On a financé donc des espaces de coworking, des tiers-lieux, de la formation, des MOOC. On a ouvert une plateforme de e-commerce qui a servi beaucoup pendant le Covid. Et c'est toute cette partie de transformation digitale des commerçants qu'on a accompagnée. Et puis donc depuis 1 an, je suis vice-président du département de la Meuse en charge du numérique et du digital. On est en train d'initier un plan de développement des tiers-lieux. Le but du jeu, c'est de limiter la mobilité, donc quelque part de rapprocher les habitants du domicile, ça peut repeupler un peu les territoires ruraux. On est en train de travailler sur un dispositif qui va quelque part inciter les entreprises de Nancy, Metz, Paris. S'ils mettent un salarié dans un tiers-lieu, ils vont pouvoir retoucher des CE sur la non-mobilité et sur l'économie
de kilomètres, environnement et compagnie. On a mené une étude complète, et là, elle vient de se terminer, sur l'inclusion numérique en Meuse. On a rencontré tous les acteurs, on a étudié les indicateurs de fragilité, et là maintenant, on a vraiment le maillage complet de ce qui existe aujourd'hui. Maintenant, on va optimiser ça, c'est-à-dire, il manque du numérique à certains endroits, comment on y pallie? Est-ce qu'on a quand même pas mal d'antennes dans le domaine social, mais qui ne sont pas dédiées à ça, mais est-ce qu'on en rajoute une couche numérique? Oui, alors il y a vraiment cette partie inclusion numérique dans le domaine social. Que moi, les mairies qui changent complètement aujourd'hui de compétences, entre guillemets, parce qu'il y a les communautés de communes, donc les compétences sont centralisées. Par contre, la proximité, c'est la mairie. Et moi, je rêve que les secrétaires de mairie, qui sont extraordinaires, puissent être le premier relais de services publics et peut-être le premier relais de l'inclusion numérique ou du lien numérique avec les habitants et tout ce qu'il y a au-dessus. Une question que je vais vous poser à tous les deux, Samuel Chabret et Antoine Potier, c'est quoi la bonne échelle pour agir sur le numérique? C'est quoi l'unité de base? Oh là 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 là, on va vraiment finir sur cette question-là. Courage, je me permets juste de dire que cette personne est absolument géniale et que en fait, ce genre de propos, il faut les diffuser très très fort parce qu'en fait, souvent le problème c'est que si on n'a pas un élu qui porte ce genre de choses, c'est compliqué. Et en fait là, on a quelqu'un qui a compris quoi. Qui a compris ce que ça crée sur son territoire. Et nous, en Bretagne, c'est vrai qu'on manque parfois un peu d'exemples d'élus qui sont capables de parler à d'autres élus. Parce que c'est souvent comme ça que ça marche. Voilà. Désolé, je ne réponds pas à la question parce que s'il y avait... mais c'est important parce que ça répond quand même à la partie de la question par rapport à l'échelle, puisque là, pour le coup, je trouve que là, on est sur un maire qui finit au vice-président du conseil départemental. Conseil départemental, oui. Et donc, en fait, je pense que... Aujourd'hui, l'échelle que nous, on voit, qui est vraiment potentiellement la plus pertinente, serait l'échelle des communautés d'agglomération, communautés de communes, voire, et en Bretagne, on parle encore de pays, voire à l'échelle du pays, parce qu'il peut y avoir 1, 2, 3 communautés d'agglo. C'est la bonne échelle pour faire de l'animation de réseau, pour échanger, voilà. Après, à l'échelle régionale, nous, on est à l'échelle régionale aujourd'hui, on ne fait pas grand-chose à l'échelle régionale, on est intervenu plutôt à l'échelle départementale, qui est aussi une bonne échelle pour échanger, et puis c'est l'échelle où c'est la compétence de l'accès au droit du conseil départemental, donc il y a quand même ce lien là aussi qui est fort. Et voilà, donc c'est très compliqué en fait de répondre à cette question, je trouve, mais l'échelle la plus locale et la plus importante, je pense vraiment. Je pense notamment aux tiers-lieux qui sont des concepts qui se généralisent, qui sont donc remontés. Maintenant, tout le monde veut ouvrir des tiers-lieux. Mais si ça arrive d'en haut, est-ce qu'il n'y a pas le risque de faire des coquilles vides? Alors, et on en parlait juste avant aussi, en fait, parce qu'en fait, je n'ai pas précisé, je travaille pour la Fédération des centres sociaux de Bretagne, qui porte le Hub Bretagne, avec la région Brest, Rennes Métropole et le département du Finistère et l'État, le SGAR. Et en fait, on parle beaucoup de tiers-lieux aujourd'hui, mais finalement, les tiers-lieux, en fait, des centres sociaux, ça fait plus de 100 ans qu'ils sont des tiers-lieux. Ici, on est dans un bassin minier où il y avait des espaces entre le travail et l'espace familial. Et en fait, aujourd'hui, on parle de tiers-lieux parce que c'est un mot qui est un peu à la mode. Mais en fait, il y en a toujours eu des tiers-lieux, voilà. Il y en a toujours eu des tiers-lieux. Il y a des nouveaux tiers-lieux qui sont différents. Mais c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir les qualifier parce c'est vraiment un fourre-tout. Donc c'est même entre eux, des fois, ils sont très différents les uns des autres alors qu'ils se réunissent. L'objectif étant de faire, pour moi en tout cas, de faire du lien social et d'être dans un lieu où on se retrouve avec des gens et où on fait des choses ensemble. C'est très caricatural, mais pour le coup, c'est la définition moi que je me donne du tiers-lieu, quoi. Et idéalement qu'il soit créé avec les utilisateurs et dans en partant des besoins. Une intelligence collaborative. Exactement. Avec les différents acteurs. Samuel Chabret. Bon courage pour cette question. Non, je suis contre ce que vous venez de dire. Non, bien sûr. Non, je repensais à l'échelle, effectivement, parce qu'elle est intéressante, cette question, en fait. Mais ça rejoint d'ailleurs la question des tiers-lieux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'échelle micro, donc l'échelle de la commune ou même l'échelle du lieu, en fait, de quoi on parle? Enfin, je veux dire, on en parle d'un truc hors sol, etc. Donc, bien sûr qu'en fait, tu ne peux pas enlever une partie des couches qui ont été créées. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que tu as absolument besoin du local. D'ailleurs, en général, je trouve qu'une partie des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que une partie des politiques publiques sont pensées en hors-sol, c'est-à-dire que les gens ne vivent pas les effets de leur politique publique, qu'une partie des gens en micro, à l'échelle d'un tiers-lieu, n'ont pas une voix qui porte à l'échelle nationale, et que si on prend pas l'échelle de l'interco, mais alors de quoi on parle? Enfin, je veux dire, en fait, il n'y a pas assez d'acteurs, quoi. Donc, mais ça se voit. Enfin, à la limite, ça se voit pour le numérique, mais ça se voit pour à peu près tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les multiples crises qu'on est en train de vivre, par exemple sur l'échelle de l'alimentation, c'est terrible. Enfin, je veux dire, si tu mets pas 10 acteurs autour d'une table sur un bassin de vie qui est suffisamment significatif,
alors en fait tu te condamnes à du saupoudrage ou alors à des actions qui ont très peu d'efficience. Voilà. Est-ce que c'est un peu le rôle des hubs aussi d'aider ces lieux à porter la voix à l'échelon du dessus? C'est l'essence même, c'est valoriser les métiers de la médiation numérique, c'est arrêter de croire que c'est un métier au rabais, c'est arrêter de mettre des services civiques là où on devrait mettre des fonds publics pour financer des postes de médiateurs, conseillers, animateurs numériques. Je pense que là, l'État a compris qu'on ne pouvait plus continuer à dématérialiser à tour de bras, et du coup là nous on récupère un peu le hub, on récupère l'essaimage qui est lancé, et on espère que ça va continuer. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui sur la pérennisation ou pas des postes de conseiller numérique France Service. Forcément, moi je ne vais pas vous dire, je suis farouchement pour, et même pour qu'il y ait encore plus de fonds pour pouvoir accompagner tout simplement accompagner la numérisation et la dématérialisation de notre société, quoi. Parce que c'est primordial qu'il y ait de la médiation et qu'il y ait des gens pour accompagner les citoyens et les citoyennes, quoi. Samuel Chabré, à vous, et ce sera le mot de la fin. Aucune pression du coup. Et c'est la dernière émission, vous avez intérêt à dire quelque chose d'intelligent. Non, je vais rebondir sur Antoine, et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique des rapports au temps. C'est-à-dire qu'il y a différents rapports au temps, et on s'en rend moins compte, mais on s'en rend compte si on est à la limite entre Paris et Ambierle. Je veux dire, le rapport au temps est absolument différent, c'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon, et donc du coup, aujourd'hui, une partie des changements qui sont opérés s'opèrent dans une vitesse qui font que les gens les subissent, et en fait ils sont absolument pas acteurs de ça. Donc là par exemple, c'est pour ça que je disais ça par rapport à France Stratégie, c'est-à-dire qu'une fois qu'il va y avoir, on sait très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des infrastructures qui vont aller beaucoup plus vite que les usages et les transformations. Enfin, on est sur les transformations de civilisation, c'est quand même de ça dont on parle. Donc en fait, non, ça va pas se faire en 2 ans parce qu'on l'a décidé. Donc en fait, et il faut surtout des moyens. Aujourd'hui, c'est même pas 4000 qu'il faudrait comme conseiller numérique. Je veux dire, c'est peut-être le double compte tenu des besoins qu'il y a en local. Donc en fait, du coup, tant qu'il va pas y avoir une articulation entre ces échelles de temps, entre un temps imposé, décidé, qui impose finalement des choses que les gens n'ont pas choisies, alors on va avoir des gilets jaunes, quoi. Merci Samuel Chabré. Merci beaucoup, cofondateur de la web-série Hyperlien, de la société, de Société Nouvelle, parce que c'est des S qu'il y a à Société Nouvelle, non? On n'a jamais trop su. On n'est jamais trop sûr. C'est sympa de le découvrir. Cofondateur du tiers-lieu paysan de la Martinière. Merci d'avoir été avec nous. Antoine Potier, bon retour à Rennes, bon retour au Hub de Bretagne. Oui, dans pas longtemps, là. On va prendre pas le longtemps. train, Si tout va bien. Si tout va bien. Il est là. Il est là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de Banque des Territoires, la radio en direct du NEC 2022. À très bientôt pour parler inclusion numérique.